Bonjour Alix et bonjour tout le monde. Il est Bonjour. quasiment 18h30, je vous propose que nous commencions sans tarder. Alors, bonsoir, vous êtes avec Alix Perrin, professeur de droit public à l'Université Paris-Dauphine et moi-même Renaud Dorandeux, professeur de sciences politiques dans cette même université. Donc nous sommes les co-directrices et co-directeurs de la formation. De ce qui veut dire que nous allons voilà, nous succéder ou faire une présentation à deux voix. Alors, nous avons préparé petite présentation qui va nous permettre voilà, d'évoquer les principales caractéristiques de cette formation. Si tu es d'accord, Alice, je la resitue historiquement et puis je te passerai la Parfait. parole pour que tu expliques quelles sont vraiment les lignes directrices, les piliers en termes de formation, en termes de discipline hein, du master. Alors, le master a été créé il y a bientôt 20 ans. Bientôt 20 ans, donc c'est une formation qui a un certain âge, qui a dépassé sa majorité, disons, et elle a été créée par deux établissements d'enseignement supérieur, ce qui était à l'époque l'École nationale d'administration et ce qui est toujours l'Université Paris-Dauphine. Alors l'ENA est devenue l'INSP et Dauphine est devenue l'Université Dauphine PSL à cause de notre ancrage dans PSL. Voilà. Et donc, l'idée de cette formation, enfin, la formule initiale du master était de s'adresser aussi bien à des étudiants en formation initiale, et donc à l'apprentissage, qu'à des praticiennes et praticiens à l'activité. Et on a conservé ce, ce mélange jusqu'à aujourd'hui, hein, pour notre plus grand bonheur et plaisir, hein, puisque nous avons coutume de parler de communauté apprenante, mais le fait d'avoir deux publics particuliers permet voilà, une multiplication des échanges entre les plus jeunes et les plus expérimentés, et c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui distingue la formation des autres qui peuvent exister sur le même créneau. Donc, premier point. Le deuxième point, et là on ne s'adresse qu'à des personnes qui ont vocation à être en situation d'apprentissage, c'est un master, comme vous le savez, qui est en alternance. En alternance, alors on a un petit peu modifié le rythme d'alternance, mais globalement, vous êtes dans l'organisation publique ou privée d'ailleurs qui vous accueille comme apprenti le lundi, le mardi et le mercredi et 3 jeudis sur 4 le jeudi jusqu'à 18h et le reste du temps, hein, le jeudi soir, le vendredi et le samedi matin, vous êtes en scolarité à Dauphine. Alors, sachant qu'un jeudi sur 4 est à temps plein à Dauphine. Voilà, donc une alternance et donc une année assez chargée puisque vous devez, voilà, vous avez quasiment 2 années à l'une. Je précise, mais on y reviendra, que les alternances se déroulent en administration, hein, pour la majorité d'entre elles, ou dans des organisations publiques qui ont à voir donc avec la décision publique, avec la gestion publique, qu'elle soit envisagée du côté du droit ou d'une discipline de gestion. Voilà, donc le cadre dans lequel on se situe. Les enseignements ont lieu soit à Dauphine, soit à l'INSP. Le vendredi, de manière assez invariante, les enseignements ont lieu à l'INSP, donc avenue de l'Observatoire, ce qui vous permet d'avoir un double ancrage physique et intellectuel à Dauphine et à l'INSP. Une autre des caractéristiques de la formation, c'est disons, sont les caractéristiques des intervenants. Hein. Vous avez d'une part des intervenants universitaires, hein, c'est le cas d'Alix Perrin, de moi-même et d'un certain nombre d'autres collègues dans des disciplines qui peuvent être l'économie, la gestion ou le droit. Et de l'autre côté, ou à côté, disons, pas de l'autre côté, mais à côté, des praticiennes et des praticiens de haut niveau, hein, des hauts fonctionnaires, qui, d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, ont enseigné ou enseignent toujours aux élèves en formation initiale à l'INSP, qui viennent, hein, vous délivrer leurs enseignements d'un niveau comparable
à celui qui est délivré aux élèves en formation initiale à l'INSP, dans les promos de l'INSP. Voilà, je reviendrai sur les titres et qualités de ces intervenants, mais voilà, il y a une osmose entre le monde académique, disons, et le monde de la haute fonction publique pour définir et animer les enseignements qui sont délivrés. Et ça a été notre parti pris depuis le début. Voilà, donc là, vous avez l'économie générale. L'économie générale, et on va compléter, si tu veux bien, Alix, par voilà, ce qu'on veut enseigner et à qui on se destine, enfin, à quoi ces enseignements sont destinés pour former quel type de profil. Alors, je passe par-dessus, enfin, voilà, on va faire l'économie, sauf si vous le souhaitez, à la fin d'une présentation de Dauphine, de PSL, parce que ça nous éloignerait un peu du sujet. C'est dans le PowerPoint général, mais on y reviendra si vous le souhaitez, hein. Donc, présentation de la formation. Je peux te laisser Oui, la parole? oui, merci Renaud. Bonjour à tous. Alors, avant de vous présenter les enseignements et puis vous parler concrètement des débouchés, un petit mot quand même sur l'apprentissage que certains n'ont jamais expérimenté et qu'ils expérimenteront pour la première fois en intégrant ce M2. Alors, euh, je voudrais ici mettre fin à toute angoisse, toute réticence, vous dire, et nous en sommes convaincus, mais nous l'expérimentons année après année, combien cet apprentissage combiné avec les enseignements est vraiment pour vous un avantage concurrentiel quand vous allez vous présenter sur le marché du travail. Vous ne mesurez pas combien vous allez apprendre lors de ces apprentissages et combien ce que vous allez apprendre va résonner d'une manière particulière avec les cours et les enseignements que nous vous dispensons. C'est une très grande richesse, c'est lié à ce master qui est professionnalisant et vous allez immédiatement être en mesure d'appliquer vos connaissances et ça, lors d'un entretien, c'est essentiel. C'est essentiel. Et puis, vous commencez à construire votre réseau. Donc, c'est une expérience, je ne connais pas d'étudiants qui n'en soient pas contents et qui n'en ait pas retiré un certain nombre d'atouts. Alors, ces apprentissages sont très diversifiés. Toutes les administrations et bien au-delà, hein, évidemment, c'est l'État, c'est les ministères, c'est les institutions comme les assemblées, c'est les collectivités territoriales. Bon, et vous allez rencontrer un certain nombre de sujets dans des services juridiques ou d'autres, hein. Mais ce sont aussi des cabinets juridiques, hein. Vous êtes dans des cabinets d'affaires où vous pouvez réaliser votre apprentissage et les cabinets d'avocats commencent à arriver dans le secteur de l'apprentissage. Donc, c'est une grande diversité et n'hésitez pas, en fonction de vos appétences, à choisir un domaine, à aller faire votre apprentissage dans un musée, à l'opéra, au grand port maritime, enfin que sais-je. Vraiment, nous sommes ouverts. Vous faites cette démarche par vous-même, mais bien évidemment, nous sommes là pour vous guider. Donc, j'insiste vraiment, il y a une vraie complémentarité avec les enseignements qui vous sont donnés. Alors, je commencerai par vous dire quelques mots sur ces enseignements et puis après, si vous le voulez bien, sur les débouchés euh, auxquels mène notre formation. Alors, le M2 235 est à l'image de Dauphine une formation pluridisciplinaire. Vous allez faire du droit public à 360 degrés, c'est-à-dire toutes les branches du droit public, quasiment, en tout cas, toutes les branches du droit public qui intéressent la vie des affaires et l'action publique dans ses dans ses principaux aspects sont représentés. Donc, vous allez faire du droit des contrats publics, vous allez faire de la valorisation des biens, vous allez faire
de la fonction publique, vous allez faire du droit du procès approfondi, vous allez faire du droit de l'Union européenne, rentrer dans les questions techniques des politiques publiques européennes. Les enseignements, bon, ce que je viens de dire n'est pas exhaustif. Donc, ce sont vraiment des enseignements de spécialisation, d'accord? Hein, vraiment, il y a une marche à monter quand vous arrivez en M2. Voilà, on entre de manière spécialisée avec des intervenants qui vous présentent beaucoup de cas. Donc, ça, c'est important. Et puis, vous avez des enseignements en finance, en RH, en transformation de l'action publique. Encore une fois, l'idée est bien d'être capable de se saisir pleinement d'un dossier administratif, d'une affaire, d'un projet dans le cadre de l'action publique et d'envisager ce projet sous ses différents aspects. Il y a quelque chose qui ressemble dans l'esprit au partenaire de cette formation qui est l'INSP. D'accord? Donc, vous serez pluridisciplinaire et vous toucherez à tous les aspects, comme la formation qui est dispensée ensuite à l'INSP, de l'action publique. Dans ces enseignements, vous avez une préparation concours administratif. Ça ne veut pas dire que ce Master 2 est consacré de manière spécifique à la préparation de ces concours administratifs, mais c'est un débouché du M2. Dès l'année prochaine, nous allons intégrer, parce que c'était une demande et puis qu'on le faisait pour d'autres formations, nous allons intégrer une préparation au grand oral du CRFPA parce que nous faisons passer ce CRFPA. Dauphine a un partenariat avec Paris 5 et c'est une demande de nos étudiants. Et puis, donc vous avez une préparation concours dont le calendrier va être modifié parce que les concours, et notamment celui de l'INSP, ont été décalés. Vous savez que maintenant le concours se déroule au mois d'avril, mars-avril. Donc, notre préparation concours va être avancée dans le temps pour se caler sur ces concours, pour ceux qui souhaiteraient le présenter concomitamment à la formation, même s'il nous semble que le M2 235 est plus une année d'amorçage vers ces concours qui se présentent l'année suivante. Et vous avez en fin de parcours ce qu'on appelle des ateliers. Alors oui, un point particulier, pardon. Au second semestre, vous avez un tronc commun d'enseignement juridique et non juridique au premier semestre et un second semestre de spécialisation avec deux parcours. Donc, peut-être Renaud, diras-tu un mot sur le second parcours, un Oui. parcours juridique, d'accord, d'approfondissement sur des matières juridiques, et puis Renaud, un parcours plus sciences de gestion, plus sciences Oui, politiques. plus lié au management public, aux sciences de gestion et qui se destine plutôt à celles et ceux qui ont envie de mieux connaître l'univers du conseil, puisque voilà, une des filières de recrutement à l'issue du master, c'est l'univers du conseil au secteur public avec des cabinets d'avocats, des cabinets de conseil, pardon, qui sont plutôt orientés aide au contrôle de gestion, GRH et transformation publique. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième parcours. Donc, vous choisissez entre l'un de ces deux parcours et à la fin de l'année, vous avez également un choix à réaliser pour suivre ce qu'on appelle des masterclass. De quoi s'agit-il sur ces masterclass? Il s'agit vraiment d'ateliers de spécialisation où on met le focus sur des problématiques qui nous semblent actuelles ou sur lesquelles il y a une véritable demande dans les cabinets d'avocats ou dans le secteur public, dans les administrations. Donc, chaque année,
on établit un certain nombre, on propose un certain nombre de masterclass et vous faites le choix, vous faites un choix, je crois que c'est 2 masterclass, je ne me trompe pas Renaud, hein, Oui, 2 oui, ou c'est 3, ça. c'est 2, C'est ça. 2, On sachant peut, que, on peut peut-être dire quelques mots sur ce qu'on propose cette année. oui, bah, vas-y. Alors, pour la partie non juridique, parce que l'an dernier, par exemple, on avait fait une masterclass, alors qui n'a pas été totalement plébiscitée cette année, sur action publique, mobilité, transport. Il y en a une qui va être reproduite cette année sur, alors qui est une masterclass importante sur l'évaluation des politiques publiques, qui est assurée par Jean-Christophe Poton, qui est conseiller maître à la Cour des comptes, et une autre sur IA et action publique. Ça, c'est pour la Donc, partie non juridique, mais il y en a d'autres, bien évidemment, oui, en alors en en droit. droit, alors cette année, elle n'ouvrira pas, mais je le dis parce que nous avons déjà trouvé des intervenants et des intervenants de haut niveau. Nous ouvrirons une masterclass sur les questions environnementales et des développements durables parce que c'est incontournable, mais là encore avec un focus très, très pratique, hein, très professionnalisant. Mais nous avons par exemple une masterclass sur la mesure du risque contentieux dans 2 domaines, le domaine des contrats publics, principalement les contrats d'affaires, et le domaine de ce qu'on appelle l'urbanisme opérationnel, hein, c'est-à-dire tous les contrats immobiliers, toute la gestion de cet urbanisme. Donc voilà, ça fait partie des exemples de masterclass que nous proposons. Avec une précision, ces masterclass n'ouvrent qu'à partir de 10 étudiants, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 10 inscrits dans une masterclass. Donc, il y a une possibilité que votre choix ne soit pas réalisé si vous n'êtes pas suffisamment nombreux pour ouvrir cette masterclass qui se déroule globalement sur, je crois que c'est 15 heures, Ça, c'est 15 heures. hein, c'est 15 heures, et ça se passe en fin d'année. En fin d'année, vous avez également la rédaction d'un mémoire opérationnel. Alors, c'est un mémoire d'études qui n'est ni un rapport d'alternance, ni un mémoire académique. On est entre les deux. En lien avec votre alternance, vous choisissez un sujet, et parfois c'est un sujet qui constitue une demande de la part de votre structure d'accueil. Vous choisissez un sujet et vous faites une synthèse opérationnelle sur ce sujet. Tout à fait le type d'exercice que vous serez amené à faire dans vos pratiques professionnelles, où on vous demandera sur tel ou tel point de présenter à des équipes, bien de faire une synthèse avec, et le cas échéant, d'être force de proposition sur ces sujets-là. Donc, il y a une partie écrite et puis il y a une présentation orale à laquelle nous attachons beaucoup d'importance. La soutenance se déroulant soit début juillet, soit si pour X raison vous n'avez pas eu le temps parce que vous passez des examens, des concours, il y a une autre possibilité fin septembre, début octobre. Donc voilà, vous avez 2 sessions d'examen, une en janvier, une en juin. Il me semble que j'ai fait le tour pour les enseignements. Enfin, j'ai pas été exhaustive hein, dans tout ce qui est proposé. Ensuite, concernant les débouchés de la formation. Alors, eh bien, les possibilités de débouchés sont à l'image des enseignements qu'offre la formation, c'est-à-dire extrêmement diversifiées, hein. Il vous pilote vers des choix extrêmement larges. Bien évidemment, des examens type CRFPA et des cabinets d'avocats, tous les concours administratifs de catégorie A, et chaque année, nous avons des étudiants qui brillent à ces concours, voire qui finissent major. Donc INET, IRA, concours des assemblées, plus tard INSP, concours des hôpitaux. La palette est extrêmement large. La plupart des intervenants que vous avez eus, que ce soit des intervenants qui viennent de la haute administration ou nous-mêmes, avons participé à ces concours. Nous avons donné les sujets d'examen, donc nous les connaissons bien.
Troisième débouché, contractuel de haut niveau dans le secteur public. Un grand nombre de nos étudiants se voient proposer en fin de master un contrat dans les institutions dans lesquelles ils ont suivi leur alternance. Et c'est généralement un bon pied à l'étrier ou une bonne transition, soit pour passer au bout de quelques années, 2, 3 ans, les concours internes, hein, c'est une autre voie de passage, soit pour se réorienter ensuite, mais sachez que là aussi, pour ceux qui souhaiteraient travailler immédiatement dans ce secteur public après le M2, eh bien, chaque année, on a vraiment un bon nombre d'étudiants qui acceptent des propositions et qui mènent ainsi une belle carrière. Et puis enfin aussi les cabinets de conseil comme EY qui accueillent une grande partie, là encore, de nos étudiants. Donc voilà sur ces débouchés. Renaud, est-ce que Non, non, peut-être j'ai sûrement. tu as dit l'essentiel. Voilà, vous avez les principaux éléments. Alors, on a été rejoint par Piotr et Inès. Je crois que je n'oublie personne dans les étudiantes et étudiants en cours de scolarité. Ouais, je crois que c'est. Alors, on est 4. Il y a aussi Éléonore Ah, et Baptiste qui sont là. voilà, Éléonore et Baptiste. Bon, ben, merci à tous les 4. Ce qui nous permettra de vous laisser la parole, peut-être d'ailleurs en dehors de notre présence, pour que la parole soit totalement libre et que vous ne soyez pas bridés dans votre expression. Mais merci à tous les 4. Hein, merci à tous les 4. Voilà, non, là, vous avez vraiment l'économie générale. On a été très rapide pour ne pas, justement pour laisser du temps à vos questions. Même si dans les noms présents, je reconnais certains qui étaient là en M1 ou qui sont en M1. Est-ce que vous avez des questions à nous poser pour cette formation qui est appuyée sur 2 piliers de droit public et de gestion publique? N'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations, vos questionnements sur la pertinence de la formation pour un projet professionnel ou de manière générale. Je vous en prie, mademoiselle, prenez la parole. Alors Anaëlle Bonjour. connaît Dauphine puisqu'elle était là. Oui. Voilà. Je suis désolée, j'ai pas mis ma caméra, je suis un petit peu malade. Je voulais vous poser une question au niveau de la recherche de l'alternance. C'est à partir de quand qu'on doit avoir définitivement trouvé une alternance? En sachant que j'imagine qu'elle commence en septembre, c'est bien ça? Elle peut commencer un peu plus tôt. Elle peut commencer même un peu avant l'été, si jamais vous en trouvez une de ce type-là. Mais oui, globalement, ça commence en septembre, début septembre. Et vous avez jusqu'au 1er jour de décembre pour la trouver. Donc le fait de ne pas avoir d'alternance, oui, le point qu'on n'a pas évoqué, c'est la procédure d'admission. C'est aussi sur ça que vous aurez des questions. Hein. Voilà, vous déposez vos dossiers sur My Candidature. Oui. Vous avez jusqu'à fin février pour le faire. À la suite de ce dépôt, nous examinons, Alix Perrin et moi, les candidatures. On publie une liste d'admissibilité dans les 15 jours qui suivent et on organise des oraux d'entretien. Alors, on n'a pas encore arrêté définitivement les dates, mais ce sera autour des vacances de Pâques, hein, sans doute. On a un délai contraint, mais ce sera autour des vacances de Pâques. Voilà. D'accord, merci. Et donc, pour le fait d'avoir une alternance au moment où vous candidatez ne vous garantit absolument pas d'être recruté. Donc ça, c'est un point à avoir en tête. Et inversement, le fait de ne pas avoir de l'alternance n'est pas un handicap. En revanche, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir quand même des idées de pistes et à l'oral, en tout cas, de ne pas nous dire, bon, je me donne une année pour voir et j'y verrai plus clair dans un an. Parce que ça, c'est rédhibitoire. En revanche, on attend que vous ayez vraiment débroussaillé, que vous ayez des pistes ou des idées, un projet à défendre avec nous, quoi. Non, alors, l'alternance est une démarche personnelle, c'est vous qui la faites. Maintenant, chaque année, nous recevons un certain nombre de demandes
que nous vous transmettons. Et puis, nous sommes habitués à travailler avec un certain nombre d'institutions partenaires. Bon, voilà, on passe des coups de téléphone quand on a un étudiant qui cherche une alternance. Et personne ne reste sans alternance, quoi. Non, il n'y a pas de difficulté. Que c'est pas produit. On n'a jamais eu Plutôt de l'inverse. difficulté, voilà, de cet ordre. Alors, autre question. Bon, on a dû Je être pensais très qu'on a été très clair, alors s'il n'y a pas de... on a dû être limpide. Très bien. Bon, Est-ce que en nos- réitérant nos remerciements à Inès et à ses camarades, on peut peut-être vous laisser en tête-à-tête, alors. Je sais pas. Tu voulais ajouter des éléments, Alix? Non, je pense que c'est bien que les étudiants puissent échanger avec les étudiants du 235, enfin, sauf si, voilà, si on n'a pas été trop rapide. J'ai l'impression qu'on a fait ça à marche forcée, non pas d'autres. Bon, bah non. Écoutez, N'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà, vous avez parfaitement le droit d'avoir des questions plus personnelles que vous avez scrupule à poser là. Voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à demander éventuellement un entretien en visio, hein. C'est pas du tout, ce sera pas du tout interprété en mauvaise part. Le fait de candidater, c'est une décision importante. Donc, il faut que vous puissiez le faire en connaissance de cause. Il y a des choses qui ont été écrites, il y a des choses qui ont été dites là et répétées là, donc vous avez beaucoup d'informations. Mais si jamais vous éprouvez le besoin de spécifier, de rendre la démarche plus particulière au regard de votre passé académique, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bon, pas d'autres questions? très bien. Non. Bon, écoutez, merci. Bah donc on vous laisse entre vous alors. Merci beaucoup. Merci Au de votre revoir. présence. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Peut-être, je ne sais pas si vous avez des questions. Et si vous en avez pas, c'est pas grave non plus. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que vous faites comme alternance, chacun respectivement? Je sais pas qui veut commencer. Moi, je teste peut-être pour savoir si mon micro marche. Est-ce que mon micro marche? Parfait. Ah, ok, top. Bah, du coup, j'en profiter pour dire quelle est mon alternance. Du coup, moi, je suis alternante à la direction de la coopération de sécurité et de défense au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Voilà, n'hésitez pas à enchaîner. J'y vais peut-être en deuxième. Est-ce que vous m'entendez? Super. Alors, moi, je suis en alternance à l'Assemblée nationale, au sein des services de l'Assemblée nationale, et je suis plus spécifiquement à la Commission des finances. Alors, moi, je suis à la Direction générale des collectivités locales, au ministère de l'Intérieur. Et moi, je suis à la direction générale de l'offre de soins au ministère de la Santé. Merci. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat si jamais vous ne pouvez pas allumer votre micro, il n'y a pas de souci avec ça. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Et du coup, de manière générale, qu'est-ce que vous pensez du rythme de l'alternance et même des contenus des cours et des missions qui vous sont attribuées? C'est assez large comme question, mais c'est pour avoir un aperçu de la formation en elle-même et du rythme avec l'alternance. Tu veux dire par rapport à la charge de travail? L'organisation des 2 charges de travail?
Oui, exactement. Et puis même au niveau du contenu des cours et des missions qui vous sont attribuées, si c'est intéressant et si ce que vous percevez par là. Peut-être je peux commencer à répondre juste pour avoir une idée par rapport à peut-être adapter par rapport à ta situation. Est-ce que tu postules en M1 ou en M2 directement? En M1. Enfin, du coup, là, non, du coup, je suis en L3, mais Ouais. je pense demander le M2, droit et gestion publique après ce M1, après le Ok. M1. Et tu ferais le M1 en apprentissage aussi? Oui, normalement. Ok. Ouais, non, c'est juste pour adapter ma réponse parce que, enfin, du coup, je vais commencer, Oui, il n'y mais a pas de moi, souci. j'ai fait avec, comme Piotr, on est rentré dès le M1 en apprentissage. Donc, en fait, au début de M2, on avait déjà 1 an d'apprentissage. Donc, on était déjà bien intégrés dans nos équipes. Et donc, c'était plus facile peut-être pour nous de commencer le M2 que pour ceux qui commençaient leur alternance en début de M2. Donc, au niveau de la charge de travail, je pense que c'est plus facile pour ceux qui ont déjà 1 an d'alternance parce que tu sais comment t'organiser, tu es peut-être plus proche de ton équipe pour leur demander des adaptations potentielles, etc. Donc, ça, c'est mon avis d'alternante depuis 1 an et demi, quoi. Et sinon, au niveau de la charge de travail, franchement, ça va. Enfin, en fait, si tu fais du coup 2 ans d'alternance, forcément, au bout d'un moment, tu vas commencer à monter en compétences, donc tu vas avoir de plus en plus de travail au travail. Mais sur le côté cours, il y a beaucoup de cours qui sont quand même très similaires au M1 et en général, le cursus juridique. Donc, au niveau de la charge de travail, forcément, elle est assez importante au niveau pendant les périodes de partiels. Parce que, bah, il faut réviser, mais sur le contenu des cours en eux-mêmes, c'est pas enfin, ça se gère, quoi. Niveau charge de travail, moi, personnellement, je trouve que ça va. Après, je laisse, mes collègues, brillamment, me compléter. Du coup, de mon côté, j'étais pas à Dauphine avant ce M2. J'étais en master 1 à Saclay en droit public général. Donc c'est ma première expérience d'apprentissage et au niveau de la charge de travail, je la trouve assez correcte en réalité sur tout le semestre. De temps en temps, il y a des exposés, etc. Mais par contre, c'est vrai qu'au moment des partiels, je trouve que la charge de travail est un peu dense parce qu'on a plusieurs partiels par jour sur plusieurs semaines. Et là, on est en plein dedans. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu difficile à gérer. Enfin, la différence de rythme entre à la fois le moment où il faut être à fond dans les cours et le moment où il faut être à fond dans une alternance. Après, je pense qu'aussi, tout dépend de à quel point ton lieu d'apprentissage sera facilitateur là-dessus, enfin facilitant. C'est vrai qu'il y a des structures qui comprennent un peu mieux ça que d'autres, donc tout dépend aussi de là où tu fais ton alternance. Mais globalement, je trouve que la charge de travail est pas du tout insurmontable, à part pendant cette période de partiel, du coup. Voilà. Sachant que vous avez aussi droit à des jours de congé faits exprès pour les révisions, qu'il ne faut pas aussi oublier de demander, à votre, structure. Et bah, simplement pour ajouter, en fait, moi je vais totalement dans le sens d'Éléonore, dans la mesure où j'étais pas dans le M1 non plus. Et en fait, effectivement, c'est pas insurmontable. Il y aura des périodes où il y aura plus de travail parce que, bah, évidemment, il y a les examens en même temps que potentiellement une forte activité de votre service. Mais c'est tout à fait faisable. Et moi, je vais compléter. Donc, j'étais en M1 comme Inès. La vraie difficulté, enfin, la vraie difficulté, c'est pas forcément une difficulté, mais la vraie différence qu'on peut avoir par rapport aux années de licence, c'est qu'on a très peu de choses qui se font en contrôle continu. Il y a enfin, quasiment tout se fait en contrôle terminal, ce qui fait que il faut réussir à se mettre dans les cours, même quand on a alternance, sans les laisser de côté et attendre les partiels, puisque bah, la semaine avant les partiels, on est censé aller au travail, même si souvent on pose des congés ou des congés de révision. C'est pas quelque chose qui est à négliger. Ah, il y a une question dans le chat pour Baptiste. Ouais, pas pour Baptiste. Bah, je vais commencer par répondre, puis je vous laisserai répondre chacun à votre tour. En l'occurrence, pour les assemblées parlementaires, donc que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat,
Les candidatures sont publiées sur les sites internet et à partir de là, en fait, vous déposez votre candidature à une adresse mail. Il n'y a pas d'autre moyen de candidater et c'est l'unique voie. Du coup, de mon côté aussi, j'avais candidaté sur la plateforme Pass. Si jamais vous la connaissez pas, c'est la plateforme pour les apprentissages et les stages auprès de la fonction publique, enfin dans le secteur public. Et j'avais vraiment candidaté à plein d'offres différentes. Et du coup, bah, j'avais eu des retours du MEAE. Donc voilà, mon conseil, si jamais vous cherchez une alternance, c'est vraiment de vous positionner sur plein d'offres différentes et espérer avoir un retour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens différents, mais en général, on le trouve toujours. Donc voilà, pas de pression là-dessus. Et moi, j'ai trouvé de la même manière qu'Éléonore, donc c'est sur la plateforme Pass. Après, faut pas vous inquiéter avec ça. Moi, j'avais reçu plusieurs réponses positives et à la fin, c'est plutôt moi qui avais le choix que. Donc là-dessus, il y a pas d'inquiétude à avoir. Oui, et aussi, peut-être je voulais préciser par rapport à Pass, parce que bah, quand on cherche une alternance, on y passe un peu toute la journée. Mais il faut pas, si vous visez un ministère en particulier ou une administration en particulier, il faut savoir que les ministères, en général, ils ont des campagnes de publicité de leurs alternances. Donc en fait, ils postent, alors soit par ministère, soit par direction générale, ils vont poster par gros paquets d'alternances. Par exemple, moi, je cherchais que au ministère de la Santé. Et en fait, tout a été posté. Alors moi, j'ai commencé hyper tôt, genre en, je sais pas, avril-mai. Et en fait, je me dis, mais il n'y a aucune offre et tout du ministère de la Santé. Et en fait, c'est juste qu'ils ont posté du jour au lendemain 10-15 offres. Donc, faut pas vous dire qu'il n'y a aucune offre, faut juste attendre et bah, passer tous les jours et postuler le plus rapidement, enfin, le plus rapidement possible. Ça dépend où vous postulez. Moi, personnellement, je postulais à des postes qui n'étaient pas hyper attractifs, donc j'avais pas besoin de me précipiter. Mais si vous êtes sur des postes hyper recherchés, type, je pense, celui de Baptiste, il faut quand même être hyper réveillé au niveau des offres et postuler rapidement et avoir son dossier de prêt avant même que l'offre soit publiée pour justement être réactif et montrer que vous êtes vraiment motivé. Je vais peut-être prendre la question de Lucien sur étiez-vous à Dauphine avant le master? Et du coup, je vais répondre toute seule parce que j'étais toute seule là avant le master. Donc moi, je suis à Dauphine depuis la L1 et j'étais en L3 droit et gouvernance publique. Et donc, c'est quoi la question des conseils pour la candidature en M1? Donc, pour la candidature en M1 en tant que dauphinois, moi, je dirais franchement, pas de stress, hein. Enfin, moi, j'ai postulé, j'étais en Erasmus, bon, j'ai postulé. En fait, ce qui est important, alors je sais plus, vous devez être plus au courant que moi, mais je sais pas si Elisabeth Mella est toujours directrice du Master 1. Mais si c'est le cas, moi, je sais que je l'avais contactée avant, vraiment en parallèle de Parcoursup, où je lui avais demandé un entretien, notamment parce que j'avais commencé mes recherches d'alternance. Et en fait, si vous lui envoyez des mails, que vous lui montrez vraiment que vous êtes motivé, pour le coup, c'était elle la directrice de M1, elle porte vraiment beaucoup d'attention au fait que vous soyez motivé. Et en fait, elle vous prend si elle sent que vous êtes motivé et que vous n'êtes pas là juste pour je ne sais quoi, mais que vous êtes vraiment, vous avez vraiment un projet et une motivation. Et voilà, faut pas trop stresser pour les notes. Enfin, moi, j'avais pas des notes excellentes et ça m'a pas du tout posé problème, quoi. Voilà. Euh, Il y a une question, Baptiste, dans le chat. Tu veux pas? Une question de Clarisse qui nous demande à chacun de décrire notre formation, enfin le cursus qu'on a suivi en licence et notre niveau approximatif, je crois, oui c'est ça, notre niveau académique. Je vais commencer si ça vous va. Moi j'étais dans un institut d'études politiques et le niveau, niveau moyen, enfin, voilà. Le niveau moyen me fait très rire. Et du coup, de mon côté, j'avais fait une double licence en droit, sciences politiques et philosophie à l'Institut catholique de Paris, que j'ai eu du coup avec mention bien, enfin aussi un truc comme ça. Et du coup, mon master 1 à Paris-Saclay, que j'ai eu, je sais pas si j'ai eu une mention, mais enfin j'étais pareil, moyenne. Voilà.
Moi, j'étais en double licence de droit et de géographie à l'université Paris 1 et j'avais eu une mention bien. Et moi, donc, bah, du coup, j'étais à Dauphine et je pense que j'avais mention rien du tout. L1, L2, L3 sans doute aussi. J'étais très dans la moyenne. J'ai fait pour les dauphinois, j'ai fait donc sciences des organisations avec filière droit et après spécialisation L3 en droit et gouvernance publique. Et bah ouais, franchement, moyen, hein. Pas du tout le haut du panier, hein, malheureusement, mais voilà. Est-ce que vous aviez fait beaucoup de stages ou pas? Moi, de mon côté, j'en avais fait 2. J'en avais fait un en L2 en cabinet d'avocat et en L3, j'en avais fait un à Bruxelles, enfin à l'étranger. Donc, ouais, j'en avais déjà fait 2 avant. Et je pense que ça a aussi facilité le fait de trouver une alternance de mon côté. Donc, je pense que c'est toujours un plus. Mais si c'est pas le cas, l'alternance, c'est une bonne façon de commencer à avoir de l'expérience. Je suis tout à fait d'accord avec Éléonore, c'est presque même indispensable dans la mesure où ça vous permettra d'obtenir un entretien très facilement pour passer, enfin pour obtenir un apprentissage derrière. Et, euh, et ça peut se matérialiser par un stage d'été de 2 mois non rémunéré dans une administration alors vous trouverez pas d'offres spécifiques généralement sur Pass pour trouver ce type de stage. Ce que je vous conseille, c'est plutôt de candidater de façon spontanée auprès d'une entité qui vous intéresse particulièrement et d'expliquer pourquoi vous seriez utile et pourquoi ce serait intéressant pour votre parcours de passer par là. Ouais, et peut-être juste pour compléter, au-delà des stages, vous pouvez faire des stages et aussi n'hésitez pas à essayer n'hésitez pas à essayer de trouver votre job d'été aussi un peu en rapport avec l'administration ou en rapport avec votre sphère d'intérêt, on va dire. Parce que moi, je sais que donc j'avais fait des stages, en tout cas Dauphine, on est obligé de faire un stage par an en administration sanitaire. Et j'avais fait aussi un job d'été qui était en rapport avec le milieu de la santé et qui a pu être aussi valorisé dans le cadre de ma recherche d'alternance. Donc, n'hésitez pas, ça rapporte quand même mieux qu'un stage. Et ça peut être quand même un atout pour votre dossier. Merci. Inès, il y a Clarisse qui demande le mail de Madame Elisabeth Mella. Du coup, Ouais, je si suis en train de le chercher. il est top. Au niveau des oraux, pour les deux euh, quand vous les avez passés en M2, comment ça s'est passé? C'est quoi le genre de questions auxquelles il faut se préparer? Je sais pas si j'y vais en premier. Ok. Merci. Bah, du coup, les oraux s'étaient déroulés, je sais plus, en mars, non? Ou plus tôt même. C'était pas en février-mars. Enfin, c'est assez tôt dans l'année, il me semble, parce que justement, ça permettait d'avoir le temps de chercher une alternance. Moi, c'était très bien passé. Il avait duré à peu près 15 minutes et j'avais eu des questions tournées avant tout sur mon projet professionnel. Donc vraiment, déjà, bon, il m'avait posé quelques questions sur mes stages notamment. Et après ça, effectivement, il me demandait ce que je voulais faire, pourquoi, en quoi le master 235 m'aiderait à faire, enfin, m'aiderait à réaliser mon projet professionnel. Est-ce que j'avais déjà eu une activité qui me permettait d'avoir rencontré des personnes du milieu, qui m'avait permis d'échanger un peu sur... Enfin voilà, est-ce que c'était vraiment un projet professionnel concret ou je pense que là-dessus, il voulait vraiment en fait chercher à savoir si c'était un vrai projet ou si c'était quelque chose d'inventé. Enfin voilà, donc je pense que là-dessus, faut être un peu béton. Je sais pas trop comment ça a été pour toi, Baptiste, mais c'est vrai que moi là-dessus, il m'avait quand même pas mal cuisiné, entre guillemets. Et là-dessus, et après, c'était tout. Enfin, c'était vraiment là-dessus. Eh ben, je pense qu'on a eu à peu près le même type d'oral. Ça portait essentiellement, enfin moi en tout cas, ça portait essentiellement sur le projet professionnel.
Et on va dire tout ce qui a fait que jusqu'ici, c'est cohérent que j'aille dans un apprentissage dans ce master-là et que ce master-là spécifiquement me permette de parvenir au projet professionnel. Ok, merci. Et du coup, vous n'avez pas eu du tout de questions, entre guillemets, de cours, de connaissances, genre en droit ou... Ouais, non, pas du tout de mon côté. Heureusement d'ailleurs. Ça m'aurait quand même. Enfin, ça aurait été un peu. Je sais pas quoi. Parce qu'en fait, moi, je faisais pas totalement. Enfin, je sais pas du coup ce que vous avez comme parcours tous, mais moi, c'est vrai qu'avant, j'étais vraiment dans du droit public pur et dur. Et en fait, ce master, il y a un aspect gestion que j'avais pas du tout avant dans mon parcours. Et donc, je pense que j'aurais peut-être répondu un peu à côté s'il m'avait, par exemple, posé plus de questions sur la gestion publique ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est un apport intéressant de la formation, si jamais. Mais pour ceux qui sont déjà dauphines, je pense que ça devait déjà être là avant. Donc voilà. Oui, et aussi peut-être pour compléter par rapport aux questions, en fait, je pense pas qu'ils en posent parce que ils recrutent aussi des non-juristes, donc ils posent pas de questions juridiques par définition. Puis en plus, je sais pas si vous l'ont présenté pendant la présentation, mais la moitié de la promotion sont des formations continues, donc des adultes, donc qui viennent aussi d'endroits, donc qui ne sont pas juristes, donc enfin qui sont pas enfin non, qui sont pas juristes. Donc du coup, c'est vraiment des horizons très divers et des des expériences qui sont pas forcément juridiques, donc vous aurez pas de type de questions vraiment pointues. Je sais que par exemple dans le master, les entretiens du 291, pour ceux qui le passent peut-être pour la régulation des marchés, il y a des questions de cours assez pointues pendant l'examen. C'est pas du tout le style des entretiens pour ce master-là, notamment parce que justement on peut venir vraiment de plein d'endroits différents. Donc, il n'y a pas à angoisser sur des questions de cours, je pense. Et aussi, si je peux me permettre d'ajouter, par rapport aux entretiens, il n'y a pas à s'angoisser si l'entretien se passe mal. Il y a des gens qui ont été pris, que ce soit dans le M1 ou dans le M2, qui ont eu des entretiens un peu musclés et qui au final ont été pris. Donc voilà, ça arrive aussi, les entretiens qui ont l'air de mal se passer et au final on est pris. Donc jusqu'à la dernière minute, il faut y croire, quoi. Voilà. Et un conseil aussi que j'avais eu par rapport à d'un étudiant qui était dans ce master l'année dernière, c'était qu'il cherchait quand même pas mal, enfin il cherchait beaucoup de profils différents. Donc j'avais essayé de construire un projet professionnel qui soit un peu particulier. Donc j'étais partie vraiment sur le secteur de la défense, parce que je me suis dit, il va pas y avoir 1000 personnes qui voudront travailler dans la défense. Et ça a marché. Donc je pense que c'est un point intéressant à creuser. Parce que c'est vrai que quand je regarde notre promotion actuelle, en fait, on est quasiment que des profils différents à chaque fois. Donc avec des aspirations professionnelles différentes, un parcours différent. Donc ça, c'est une richesse, mais c'est vrai que je pense que c'est à prendre en compte quand on prépare ce master. Et puis, comme on a tous des profils hyper différents, si vous avez un projet pro qui se rapproche d'un de nos profils, que ce soit de nous quatre ou de n'importe qui de la promo, n'hésitez pas à les contacter aussi. Ça peut aussi être intéressant si vous n'êtes pas sûr que le master y corresponde, comme il est assez général. Si vous n'êtes pas sûr que le master corresponde à vos ambitions pro ou à vos projets, n'hésitez pas à vous rapprocher de la personne qui a l'air d'avoir le projet le plus similaire au vôtre pour justement s'assurer que ça correspond, est-ce qu'elle est satisfaite, est-ce qu'elle le conseille, est-ce qu'elle vous le conseillerait, etc. Je pense que ça peut aussi vous éclairer. Bon. Je sais pas si quelqu'un a encore une question ou, ou si on a fini de vous éclairer. Moi, j'ai une dernière question. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que du coup, il y avait la moitié de la promo qui était des formations continues, si j'ai bien compris. Du coup, il y a enfin, c'est quoi combien de personnes en tout et combien de personnes étudiantes, combien de personnes
Enfin, je sais pas si ma question est claire. Oui, bah, je crois, je veux pas me tromper, j'espère que je me trompe pas, mais en gros, ce serait environ 40, pardon, 15 étudiants et 15 personnes en formation continue. Je dirais que c'est ça, mais je suis pas certain. Non, je pense que c'est ça. Je crois qu'on est exactement 32 dans la promotion et c'est quasiment 50-50. Voilà. Ah, il y a une autre question de Clarisse. Et ça vous plaît ce master si vous devriez donner des inconvénients? Il y a des Alors, cours le samedi matin, donc voilà, il faut se lever le samedi matin essentiellement, c'est quelque chose à prendre en compte. c'est vrai. Bon, ça se fait très bien, mais parfois c'est compliqué. Mais parce qu'en fait, l'assiduité est obligatoire, donc c'est-à-dire que dans la mesure où vous êtes en apprentissage, vous êtes d'une certaine manière rémunéré pour aller en cours. Et donc pour cette raison, l'assiduité est contrôlée. Et dans le cas où vous ne vous présenteriez pas à un cours, en fait, il faut un arrêt de maladie d'un médecin. Enfin, c'est de la même manière que si vous n'étiez pas présenté au travail, en fait. Donc bon, c'est un inconvénient, mais effectivement, ce master demande quand même une certaine présence et disponibilité, en fait. Et vous avez aussi par rapport à la charge de travail propre à chaque cours, donc comme c'était présenté dans le cadre de la présentation par les directeurs de master, donc c'est un master pluridisciplinaire, donc vous avez beaucoup de matières avec des programmes dans chaque matière qui sont quand même parfois assez lourds. Je pense, bon là on est dans les périodes de partiels, donc tout nous paraît absolument insurmontable, mais notamment, enfin je pense au cours de finances publiques qui est extrêmement dense, qui est du niveau, enfin, un niveau préparation de concours. Donc, il y a des cours quand même qui sont assez denses et je pense que c'est quand même à prendre en compte au niveau de l'apprentissage, notamment si vous n'êtes pas juriste de formation. Je pense que les cours de droit sont assez complexes. Enfin, complexes, non, ils sont accessibles, mais ils sont quand même denses. Si vous êtes juriste, clairement, enfin, c'est des trucs que vous avez déjà vus, hein. C'est du contentieux administratif, du droit de la commande publique, enfin, c'est des trucs du droit de la fonction publique, c'est des matières qui sont assez basiques. Mais si vous n'êtes pas juriste, ça peut être un cap à passer, y compris si vous n'êtes pas juriste et que vous rentrez au niveau du M1, le gap sera un peu haut au niveau du M1. Et si vous rentrez en M2 en tant que non-juriste, ce sera peut-être compliqué à l'entrée au M2. Et je ne sais pas s'il y a d'autres remarques à faire sur l'organisation du master. Ah, il y a un truc aussi qu'on essaie de négocier, mais sur les emplois du temps. C'est un peu compliqué d'avoir les perspectives d'emploi du temps. Enfin, c'est un truc un peu bête, mais très organisationnel. Mais on a nos emplois du temps que pour les 2 prochains mois, en général. Donc, par exemple, vous êtes en novembre, vous voulez prendre des vacances pour avril, vous ne pouvez pas parce que vous ne savez pas quel jour vous avez cours le samedi ou pas, parce qu'on n'a pas cours tous les samedis, etc. Donc au niveau de l'organisation, ça peut être un peu compliqué aussi. Mais après, voilà, c'est qu'une question d'organisation et on peut se dire que c'est qu'un an, donc ça va. Et je rajouterais peut-être un élément que je rangerais moi dans inconvénient, c'est le format des cours qui diffère beaucoup de ce qu'on a dans une université classique, de droit par exemple. C'est pas vrai pour tous les cours, mais la plupart des cours sont faits sur support PowerPoint et personnellement je trouve ça dur à suivre. Enfin, genre, c'est pas mon habitude, quoi. D'habitude, c'est un peu traditionnel, quoi. Le prof dicte, on prend note, etc. C'est vrai que le format court sur PowerPoint où en fait la personne réexplique ce qu'elle sur le PowerPoint, mais après nous les envoie. Et donc voilà, moi c'est pas forcément un format de cours qui est traditionnel dans mon approche des cours. Donc voilà, je pense que c'est aussi une information pratique à avoir. Mais peut-être que c'était ça aussi l'année dernière à Dauphine. Enfin, je sais pas du tout si à Dauphine c'était ça traditionnellement. Inès, je pense que tu le sais plus que moi. Non, c'est quand même, enfin, surtout pour les cours de droit, en général, on est quand même habitué à avoir un prof qui dicte et nous, on écrit, etc. Là, je pense que c'est vraiment particulier, enfin, propre à ce Master 2, notamment parce que la promotion, elle est divisée entre des formations continues qui sont
habitués à avoir des formations professionnelles avec des PowerPoint, avec des choses un peu plus, enfin beaucoup moins universitaires. Et de l'autre côté, la partie, nous, les initiaux, où on est à fond dans l'universitaire et on aime bien les cours qu'on doit taper, etc. Donc c'est un peu un format hybride et des fois il y a des cours qui vont nous correspondre vachement parce que ce sera donné par des profs d'université, donc ça correspond complètement aux modalités auxquelles on est habitué, et d'autres par des intervenants avec des modalités qui sont beaucoup plus pratiques et qui pour nous en tant qu'étudiants sont moins faciles à appréhender, mais peuvent être plus faciles à appréhender pour les formations continues par exemple. Et aussi, les créneaux horaires des cours, c'est des cours de 4 heures. Donc, les cours de 4 heures, pour rester concentré 4 heures, c'est pas forcément évident. Mais pareil, on s'habitue, quoi. On n'a pas tellement parlé des avantages quand même de ce master, mais peut-être l'un des principaux, ça va être que en fait, tout ce que vous voyez en cours, généralement, vous retrouvez, quel que soit l'apprentissage que vous faites, énormément de connaissances que vous utilisez au quotidien. Et ça, c'est très agréable de pouvoir directement mettre en pratique ce que vous apprenez à l'université. C'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans d'autres masters qui ne sont pas en apprentissage. Enfin, je pense que c'est l'avantage central. Peut-être que vous avez d'autres avantages, enfin d'autres qualités à partager. Même pour aller plus loin que ce que dit Baptiste, c'est le cas avec Inès, je ne sais pas si c'est le cas aussi, Éléonore ou toi, Baptiste. Moi, je suis en position presque d'expertise dans mon bureau. On a un cours qui est un cours de légistique. Moi, je travaille dans un bureau qui prépare les articles relatifs aux collectivités dans la loi de finances. C'est vrai que mon chef de bureau, parfois, était même venu me consulter pour me demander qu'est-ce que je pensais de la manière de rédiger tel amendement, de tel article ou sur des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte et c'est un vrai avantage. Il y a un vrai plaisir dans mettre tout de suite en application et être consulté sur ces questions-là. Et c'est vrai que ça m'était arrivé aussi parce que on a un cours sur justement la gestion financière de l'État qui est quand même vraiment bien, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment permis de mieux comprendre cet aspect-là et qui est très pratique quand on travaille en ministère, à tel point que mon service avait voulu me mettre sur des missions purement financières parce que j'étais à Dauphine. Voilà. Là, je me suis dit vraiment, ça dépasse peut-être un peu ma connaissance des choses, sachant que c'est du coup ma première approche concrète de la finance, enfin des finances publiques, quoi. Mais un autre atout, bon, c'est un peu bête, mais c'est vrai qu'il est en partenariat avec l'INSP et c'est quand même plaisant tous les vendredis d'aller à l'INSP. Enfin, moi, j'avoue que j'aime bien. C'est une sacrée expérience, donc je trouve que c'est aussi un des atouts de ce master, clairement. Et puis en étant complètement pragmatique, ça fait une ligne quand même assez stylée sur le CV, qui, je trouve, n'est pas négligeable quand on parle d'insertion professionnelle. C'est quand même important d'avoir un nom qui compte. Et aussi, le gros avantage de ce master, à mon sens, c'est l'alternance en fait. Enfin, c'est vraiment déterminant le fait d'avoir accès à un master en droit public dès le M1 en alternance ou dès le M2. C'est assez rare les masters de droit en alternance. Et franchement, quand vous faites une alternance de 2 ans, vous rentrez, comme disait Piotr, vraiment en qualité d'expert sur vos sujets. Alors, ça peut être des sujets petits parce que vous êtes là que 3 jours par semaine, même si l'été, vous êtes là en temps plein. Mais c'est très plaisant d'avoir une expérience pro où on sait qu'on a des connaissances assez solides sur des sujets techniques. Et en plus, ça vous aide à prendre beaucoup de, comment dire, de recul sur ce qui se passe à l'université. Alors, des trucs qui vont vous saouler, des cours qui vont vous saouler et tout, mais vous savez qu'à côté, vous travaillez et vous savez que la vie professionnelle, c'est pas la vie à l'université. Et en fait, ça vous aide à peut-être relativiser pas mal et à voir les choses du bon côté quand vous êtes genre trop content d'aller au travail parce que vous n'allez pas à l'université. Ça, c'est aussi bien. Après, c'est sous réserve d'avoir une bonne équipe, hein, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. Mais quand vous avez une bonne équipe, franchement, c'est vraiment un gros, gros point fort du master. Ah, il y a une question. Pensez-vous que ce master est extrêmement sélectif?
Juste par curiosité, c'est double licence dans quelle université? Ça influencera pas du tout ma réponse, mais juste par curiosité. Mais du coup, je vais donner mon avis, sans le savoir. Non, c'est pas extrêmement sélectif. Enfin, en fait, je sais pas. Pareil, est-ce que mais du coup, tu postules pour le M1 ou le M2? Pareil, Moi, je nuancerais ta réponse, Inès, Oui, sur oui, c'est le pour fait que ça. ce C'est pour soit. ça. Parce Je que vais me taire, en fait. là, il y a un biais qui est que l'ensemble des étudiants qui sont présents, enfin, en tout cas, nous quatre, avons réussi. Donc, par conséquent, c'est compliqué de dire si c'est sélectif ou pas. On n'a pas du tout un panel représentatif. En revanche, moi, ce que je peux dire, c'est que j'avais candidaté pour entrer en M1 en droit public à Dauphine et que je n'avais pas été pris. Donc, encore une fois, voilà, peut-être qu'il y a une question de sélectivité quand même. Moi, je dirais qu'il est quand même un peu sélectif parce que quand je suis venue passer mes oraux, j'ai quand même rencontré la personne qui était avant moi et la personne qui passait après moi et je ne les ai jamais revus. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui passent et qui ne sont pas pris. Donc, je pense qu'il est sélectif quand même, mais je ne saurais pas dire sur quoi il sélectionne pour le coup. Ça, Après, il y a un côté, comme tu disais, Léonore, il y a un côté un peu irrationnel dans la mesure où il y a une personne qui était dans la même double licence que moi à Paris 1 l'année suivante, qui avait globalement les mêmes notes, qui n'a pas été prise. Alors pourtant, on avait globalement les mêmes notes, on avait fait autant de stages dans des administrations similaires. Donc il y a un côté un peu irrationnel, mais voilà. Peut-être Oui, que c'est l'entretien en fait. C'est-à-dire que concrètement, si à l'entretien vous avez les mêmes à expérience égale et à une note égale, comme l'a dit Piotr, peut-être que si le projet de l'autre personne n'était pas suffisamment solide, suffisamment cohérent avec son projet professionnel plus tard, enfin, tous ces éléments-là font que à la fin, bah, cette personne n'est pas retenue alors que une autre personne sera retenue. Donc je pense qu'en fait, c'est ça qui est extrêmement important, c'est d'avoir un projet très cohérent, cohérent avec le master, cohérent avec votre projet professionnel, avec ce que vous avez fait auparavant. Et je pense que c'est ça qui fait que vous avez vos chances. oui. Et et puis après par aussi, ailleurs, une double licence à 13-14, je trouve que c'est vraiment un bon niveau. Enfin, pour le coup, pour avoir fait une double licence, c'est quand même une très bonne moyenne et je pense que tu as toutes tes chances du point de vue purement académique de pouvoir prétendre à ce master. ouais. Est-ce que vous avez une idée de combien de personnes candidatent, combien de personnes sont admissibles à l'oral et combien de personnes, enfin, du coup, à la fin, Des milliers. Moi, j'avoue, je sais pas du tout. Bon, on ne sait pas du tout. Il y a 15 admis, 15, il y avait 15 initiaux, nous, dans notre promo. Sachant Donc, qu'il y a déjà ceux qui étaient déjà à Dauphine. Donc ça ouais, il y enlève. a ceux qui passent par le M1 d'office, parce que quand vous candidatez en M1, vous candidatez pour votre M2. Ça, c'est clair. Et en fait, vous fléchez déjà pour votre M2. Donc, du coup, il y a toutes les arrivées de M1 qui sont promises au M2. Et après, il y a les extérieurs. Donc, ça fait pas beaucoup de place. Je sais pas du tout combien il y a de candidats. Ça, faudrait plutôt demander au directeur de master. Ils doivent le savoir. Mais nous, on n'a pas du tout, En la fait, main vous sur avez ça. un contrat de travail qui couvre le M1 et le M2. Et alors, Inès, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois même que si tu ne valides pas le M1, sauf certains items, tu peux quand même passer en M2, puisque c'est ton contrat de travail qui fait que tu passes en M2. Ouais, mais du coup, je sais pas au niveau du taux de réussite. Mais après, ce que je veux dire, c'est que si pour les étudiants qui sont en licence à Dauphine, enfin surtout en droit et gouvernance publique, c'est pour ça, en fait, je voulais nuancer par rapport à la facilité d'accès. Si vous êtes en licence droit et gouvernance publique, que vous voulez rentrer dans le master 1 droit et gouvernance publique, c'est pas. Enfin, il vous est pas promis, mais il est accessible. Il est franchement accessible, peu importe vos notes, enfin, peu importe vos notes dans la limite du raisonnable, mais il est un peu fait pour vous, quoi. Donc, si vous avez un projet, il n'y a aucune raison. Enfin, je crois qu'Anaëlle, tu viens de Dauphine, donc je sais pas si ouais, c'est. mais en fait, moi, j'ai fait
Là, moi, j'ai fait toute ma licence à Dauphine. Après, j'étais en droit et gouvernance publique. Je serais normalement censée être en M1 à Dauphine en alternance, mais j'ai décidé de pas y aller parce que j'ai pas trouvé d'alternance qui me plaisait. Notamment, je cherche plutôt au MEAE. Du coup, je suis partie en master à King's, à Sciences Po, enfin King's et Sciences Po. Et mon projet, ça serait de revenir à Dauphine parce que ça me manque un peu et surtout parce que j'ai un vrai enfin, je veux vraiment faire de l'alternance. J'en ai un peu, pas vraiment marre des cours, mais j'aimerais bien avoir un côté professionnalisant. Et du coup, enfin, pas je stresse, mais je me dis, je pense qu'ils vont me cuisiner sur le fait sûrement d'être partie et de vouloir revenir. C'est tout à fait possible, mais c'est pas parce qu'on vous cuisine pendant l'oral que que vous l'aurez pas à la fin. C'est ça qu'il faut retenir. Ouais, Oui, puis c'est une super expérience en plus. Enfin, une expérience à l'étranger, c'est facilement, enfin, c'est facilement un atout, quoi. Voilà, je trouve. Donc, je peux le tourner à ton avantage. Et si tu veux trouver une alternance au MEAE, je pense que ça va aussi être un bon point. Et si jamais tu cherches du coup une alternance au MEAE, ils publient tout assez tardivement en réalité, puisque moi je me souviens avoir surtout, enfin je m'étais positionnée sur leurs offres en mai, et je crois qu'ils les mettaient surtout en mai, ils publient surtout en mai, sachant qu'ils recrutent quand même beaucoup d'alternants, ils en recrutent une centaine, enfin cette année on était une centaine, ce qui est quand même pas mal, donc vraiment je pense que tu as toutes tes chances lorsque tu voudras du coup candidater au MEAE et pour ce master. Ok, bah merci parce que l'année dernière j'avais fait beaucoup de candidatures et j'avais eu aucune réponse, ce qui m'avait un peu du coup déchauffée pour le master parce que je m'étais dit que c'était un engagement sur 2 ans et que si j'étais pas sûre de mon alternance, j'étais pas sûre de vouloir m'engager sur 2 ans, quoi. Ouais, et ça, pour le coup, c'est hyper important, enfin, que ce soit pour 2 ans ou pour 1 an, hein, d'être, franchement, il faut pas, je sais que c'est hyper tentant, mais quand vous recherchez votre alternance, il faut pas dire oui à la première offre qu'on vous propose, enfin, à la première personne qui vous dit ouais, je vous prends. Il faut vraiment que vous soyez sûr que les gens ont l'air sympas, que les missions vous intéressent et tout, parce que 2 ans, c'est très long quand on est dans un truc nul. Alors vraiment, c'est très, très, très long. Donc, justement, je pense que ça fait bon choix si de trucs tu sens pas, ça sert à rien de se forcer. Je sais que l'alternance, c'est très sympa et j'en fais la vive promotion, mais pas de là, faire un truc qui va te miner le moral pendant 2 ans, quoi. Donc, peut-être que c'était un signe que tu trouves pas l'année dernière et que là, tu vas trouver un truc de fou, je n'en doute pas cette année. J'espère. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si jamais vous avez d'autres questions à l'avenir, vous pouvez toujours nous contacter sur LinkedIn ou sur LinkedIn. Globalement. Sinon par adresse mail Dauphine, mais je pense que c'est vrai que si on n'est pas déjà Dauphine, c'est peut-être un peu... Voilà. Mais surtout, n'hésitez pas. Ouais, avec plaisir. Merci. Et si on a plus de questions, on peut peut-être s'abandonner. Je pense que Retourner aux révisions de partiel, finalement. quel plaisir. Parfait. Eh bien, à bientôt. Magnifique. Le meilleur pour la fin. Ah, il est parti, Baptiste. Une tulle, costume, sa petite cravate. Sachez qu'on est enregistré, donc faut peut-être que Bonne c'était soirée. enregistré. Bon, bonne soirée et à vendredi. À vendredi. Bon courage. Ouais.